Bonjour. À l'occasion du centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale, le 11 novembre 1918, la ville de Saint-Maur a organisé une semaine sur les films d'œuvres littéraires sur la Grande Guerre. Voici donc un extrait présenté par Madame Pelletier, qui est donc à l'origine de ce projet. Bonsoir à tous. Cette semaine, c'est le 100e anniversaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale. De ce fait, nous organisons une semaine de films en hommage à cette guerre. Tous ces films sont des adaptations de romans. Voici les œuvres que nous allons vous présenter. Nous commencerons lundi par À l'Austrien Nouveau, sorti en 1930, un film de Lewis Milestone, un réalisateur américain qui a lui-même participé à la Grande Guerre, tout comme Heinrich Maria Remarque qui a écrit en 1929 le roman éponyme duquel est adapté le film. Remarque est un auteur allemand qui sera naturalisé américain après avoir été déchu de sa nationalité allemande en 1938 pour ses propos pacifistes. Mardi, nous vous proposons Les Sentiers de la Gloire, de 1957, un film en noir et blanc réalisé par Stanley Kubrick, un Américain et surtout un des réalisateurs les plus éminents du XXe siècle. Ce film est une adaptation du roman de 1935 de Humphrey Cobb, un auteur polyglotte qui s'est engagé dans la Légion étrangère canadienne durant la Première Guerre mondiale. Mercredi, le film Capitaine Conan sera à l'honneur, réalisé par Bertrand Tavernier, un réalisateur français. Cette adaptation est sortie en 1996, adaptée du roman du même nom de Roger Vercel, publié, lui, en 1934. Monsieur Vercel est quant à lui mobilisé au début de la Première Guerre mondiale dans l'armée française. À la suite de quoi, jeudi, nous vous présenterons le film La Chambre des officiers, réalisé par François Dupeyron, un film de 2001. Et le vendredi, le film Un long dimanche de fiançailles de Jean-Pierre Jeunet. Nous nous retrouvons à la fin de cette semaine spéciale à la médiathèque de Saint-Maur en compagnie de Madame Pelletier, Bonjour. Qui est l'organisatrice de cet événement au cinéma de Saint-Maur et qui est spécialisée dans l'étude des œuvres du 7e art. Nous sommes également en compagnie de Madame Lucio, qui est professeure de lettres à la Sorbonne et passionnée d'histoire et qui a assisté à cet événement. Nous allons débattre de ces œuvres cinématographiques de romans et pour ce faire, une première question me vient pour Madame Pelletier. Quelle différence voyez-vous entre les adaptations nouvelles et anciennes ? Il y a une réelle différence entre les adaptations cinématographiques nouvelles et anciennes. Déjà parce qu'il n'y a pas eu de films qui sont sortis pendant la Première Guerre mondiale. Déjà parce que vu que c'était le début du cinéma, que la Première Guerre mondiale c'était un des premiers grands conflits où le cinéma existait en fait. Et donc le matériel était trop lourd à emporter sur le terrain et trop compliqué. Et ensuite, et aussi surtout, c'est parce qu'on ne pouvait pas se permettre de représenter visuellement cette guerre, parce que sinon on risquait de démoraliser les gens qui participaient, donc aussi bien le fond que l'arrière, et de minimiser, d'amoindrir cet effort de guerre qui pourtant était très important en fait pour gagner la guerre. Et donc après, la Grande Guerre, il y a eu une vague de films qui sont arrivés sur le sujet et qui étaient extrêmement pacifistes dans le but que jamais ça ne se reproduise. Je pense notamment au film de Lewis Milestone qui est passé pendant la semaine à l'Austrien Nouveau, qui est sorti seulement en 1930. En fait, la littérature, elle existe depuis bien longtemps. Et les gens sont donc plus à l'aise avec ce mode d'expression. Des écrits sont parus plus rapidement, voire même pendant la guerre en fait. Et en fait, en Europe, mais notamment en France, la littérature va avoir un rôle de dénonciation. On va dénoncer les choses qui se passent en fait à l'époque en fait. Et pour revenir pour reprendre ce que vous disiez, à l'Austrien Nouveau, en fait, il va avoir ce rôle de dénoncer la violence, les traumatismes qu'ils ont engendrés chez les poilus, en fait. Et donc, pour revenir sur la question, pour moi, il y a peu de différences, en fait. Il y a des différences encore, d'accord, mais peu. C'est vrai, moi dans le cinéma, je vois vraiment ce rôle de dénoncer
après la guerre, en fait, tout le temps après la guerre ou pendant la guerre, pour les films et pour les livres, c'est vraiment d'essayer de dénoncer cette violence qui a été déchaînée et qui était inconcevable. Alors que plus tard, même dans les films, je trouve qu'il y a c'est plus nuancé quand même. C'est-à-dire qu'on essaie moins de faire passer le message de absolument il faut un pacifisme et tout ça, même si ça fait partie du récit, on essaie moins d'en faire un sujet principal. Il y a belle lurette que nous hurlons comme des écorchés. C'est à croire que les droits de l'homme deviennent eux aussi des survivants encombrants d'une époque géologique révolue, celle de l'humanisme. On ne peut pas comprendre que, sur des corps si mutilés, il y ait encore des visages humains, dans lesquels la vie suit son cours quotidien. Seul l'hôpital montre bien ce qu'est la guerre. Les scènes ne touchent pas forcément toujours les spectateurs et les lecteurs. Alors selon vous, comment certaines scènes de violence peuvent-elles plus ou moins les toucher? Tout d'abord, les émotions, elles ne sont pas représentées de la même façon dans les films et dans les livres. Dans les livres, on a un double statut, écrivain, combattant. Ils étaient forcément les mieux placés pour parler de leur souffrance, de leur complexité et de la violence à la guerre en fait. En littérature, on a plusieurs moyens de faire vivre en fait dans les livres, de faire vivre les moments qu'on pensait représentables en fait. Leur ouvrage en fait, c'est des choses auxquelles ils se souviennent et c'est grâce à ça en fait que nous aussi on se souvient de la guerre. C'est par rapport à ce que eux ils ont dit et par rapport à ce qu'ils se souviennent. Et puis ensuite ils ont été relayés par des films. Je voudrais ajouter aussi que en littérature, on a un mode d'expression qui est assez libre et quand on veut appuyer sur un moment qui pour nous a été très important, il suffit de le décrire plus, de le faire durer plus en fait. On utilise des énumérations, des choses simples pour vraiment appuyer sur ce moment. C'est vrai, nous au cinéma en fait on a aussi d'autres outils pour accentuer l'émotion dans une scène ou montrer son importance. Je pense au jeu d'acteur déjà en premier lieu qui forcément est très important, il va plonger le spectateur dans ce contexte historique en fait. C'est d'autant plus important parce qu'on sait que ça s'est passé, que c'est des conflits qui ont existé, qui ont été très importants, mais du coup on voudrait savoir comment est-ce qu'ils l'ont vécu et c'est très important que le jeu d'acteur soit cohérent et soit juste. Je pense aussi à des méthodes de montage et de mise en scène qui sont très très importantes pour faire vivre et faire ressentir les émotions aux spectateurs. Par exemple, dans Capitaine Conan qu'on a passé pendant la semaine, il y avait une interview de Bertrand Tavernier qui a réalisé le film et qui expliquait que parfois Conan sortait du cadre de la caméra pendant un travelling avant les soldats et avant que la caméra puisse le suivre en fait. Et c'est vrai que ça donne une impression d'être nous parmi les soldats de son escouade et que c'est vraiment le meneur. Il a toujours un temps d'avance. Il est toujours devant, il part à l'assaut et nous on fait partie de son équipe parce qu'on est dans tous les combats, on est toujours filmé à hauteur d'homme au milieu des soldats et ça donne vraiment cette impression d'être impliqué dans la scène. Toute sa guerre, toute sa haine lui remontait d'un coup, à la tête, à la bouche. Penché sur le trou noir d'une sape, il crachait des injures entrecoupées. Il le guettait comme s'il eût dû en sortir des hommes à tuer. J'en restais immobile, d'horreur et de honte. La violence physique est très présente durant cette période, mais est-ce qu'on la représente de la même manière dans les films et dans les livres? Moi, dans les films, je vois deux grandes manières de représenter cette violence physique. Une première qui serait plutôt avec beaucoup d'explosions, de bruit, de sang, qui serait plutôt trash en fait. Donc on servirait pour les corps à corps et puis les montages de tranchées vraiment au cœur de la bataille. Et ensuite je verrais une deuxième manière un peu plus cachée, plus pudique
dont on servirait pour exprimer les souffrances et les douleurs des gueules cassées qui ont subi une violence très extrême physiquement et pour qui je suppose les réalisateurs ont un certain respect et donc ça n'enlève rien à la violence de ces scènes mais on va dire que c'est plus travaillé je dirais et je pense notamment à La Chambre des officiers, un des films qu'on a passé pendant cette semaine. Ah, tout à fait, dans les livres aussi on a vraiment ce type de représentation. Mais la violence physique dans les livres, je dirais qu'elle est plus explicite, voire même cruelle des fois. Parce que tout simplement parce qu'elle est moins crue, choc et aide vraiment le lecteur à imaginer une scène et parfois plus imagée que pour les laisser voir un film avec une image. C'est même pour les gueules cassées. Pour en revenir à l'exemple que vous parliez dans La Chambre des officiers, j'ai remarqué récemment que dans les livres, enfin dans le livre plutôt, et dans le film, on a une similitude vraiment proche. Dans le livre, le narrateur il parle à la première personne, on est dans une narration interne, on découvre sur un reflet un peu son visage, qui est complètement un peu anéanti, je dirais. Et vraiment, on a vraiment cette similitude entre le film et le livre. En effet, j'ai remarqué ça après. Il y a vraiment un besoin du réalisateur de coller au livre et de vraiment ressembler. En fait, il met la caméra à l'épaule du personnage principal dès qu'il est dans une scène. On découvre en même temps que lui vraiment son visage et c'est parfois encore plus horrible, je pense, de s'imaginer son visage alors qu'on ne le voit pas encore en fait. Dans cette scène de La Chambre des officiers, on remarque que, comme l'a dit Madame Pentier, la caméra est à l'épaule du personnage, sur le plan suivant, et on a même l'impression de suivre son regard en plan rapproché sur le visage du médecin, qui lui annonce d'affreuses nouvelles sur ce qui l'attend pendant son séjour à l'hôpital. On insiste sur le regard porté sur les gueules cassées, qui ont subi une violence physique intense. Mais il n'y a pas que des violences physiques, il y a également des violences morales. Mais est-il plus compliqué de les représenter ? Oui, pour moi au cinéma, il est évident que c'est plus compliqué de représenter la violence morale que la violence physique, puisque de toute manière, de fait, étymologiquement, le mot cinéma se compose en deux. Kinéma qui veut dire mouvement et graphie qui veut dire écrire, donc écrire avec du mouvement. Si on veut faire passer un message, il vaut mieux éviter de le dire, il faut le montrer. Donc ça va passer vraiment par le jeu d'acteur qui va être très important et qui va permettre de décrire assez facilement par un bon acteur des émotions simples comme la colère ou la peur. Voilà. Et puis après, pour des émotions plus complexes, comme pour décrire un livre avec des pages de description sur la psychologie du personnage, ce qui se passe dans sa tête pendant les combats, et puis après, c'est quand même plus compliqué. Donc parfois, on a mis des passages du texte dans les dialogues ou en voix off pour vraiment essayer d'expliquer ce qui se passe dans la tête de ces personnages en fait. Et après, ça c'est mon point de vue parce que je sais que j'aime le cinéma, mais quand c'est vraiment bien joué, je trouve qu'une expression de visage peut faire passer plus d'émotions que des pages et des pages de description. Pour répondre à votre question, et comme vous le disiez un peu Madame Pentier, dans les livres, il est parfois plus simple de représenter la violence morale, d'autant plus que les récits sont décrits à la première personne par des anciens soldats qui ont vécu une expérience combattante. Parfois pour eux, c'est une thérapie que d'écrire ces ouvrages et pour faire face en fait à la violence morale qui entraîne la brutalisation, la déshumanisation de l'homme. En fait, pour montrer ceci dans les livres, dans les romans, dans les récits, on utilise souvent des figures de style comme la métaphore ou la comparaison avec un animal. Putain, ceux qui n'ont pas connu
connu ça peuvent pas savoir ce que c'est. Les gens molles qui répondent plus, le cœur qui cogne comme une bête affolée prise au piège. Dans ce passage d'un long dimanche de fiançailles, on entend une comparaison significative entre un soldat et un animal, ce qui fait ressortir la déshumanisation du soldat. Cette réplique est directement tirée du livre. Aussi, la manière dont la scène est représentée, c'est-à-dire un soldat qui explique ce qui lui est arrivé pendant la guerre, tout en montrant des images de cette guerre, permet de nous rendre compte de l'impact psychologique de la guerre sur les poilus. L'attente des combats est également un des aspects de cette violence morale, mais est-ce qu'il est possible de la représenter ? Eh bien, dans les livres, l'attente est bien représentée. On a souvent une partie intégrante qui représente l'attente, voire même des fois un thème principal en fait. Souvent, les écrivains utilisent des tournures de phrases assez longues en fait pour représenter la longueur de l'attente ou des fois tout simplement en parlant en fait, pour montrer l'attente. Les écrivains souvent utilisent ce temps pour montrer la camaraderie, les moments où ils écrivent des lettres à leur famille, et on peut même se demander la place de l'écrivain pendant la guerre en fait. Oui, en effet, dans les livres, c'est vrai que c'est vraiment assez bien représenté, alors que dans les films, ça fait vraiment très très peu partie des œuvres. Parce que de fait, on ne va pas au cinéma pour s'ennuyer en regardant quelqu'un qui attend. Voilà. Donc on va plutôt servir de ces passages pour parler de la vie dans les tranchées et puis de ce qui s'y passe, voilà, comme vous avez dit, de la description. Mais ça va quand même être une très courte partie des films. Après, ça nous représente. C'est dommage parce que c'est une partie qui est très importante dans la violence morale. Parce que c'est dans cette attente que le stress va venir se confondre et puis la folie va apparaître en fait parce qu'on attend toujours et encore le moment du combat, on ne sait pas quand est-ce que ça va survenir, la mort est partout. Et donc c'est vraiment quelque chose d'important pour la violence morale, mais c'est très peu présenté. En effet, la violence psychologique, est bien représentée dans les livres. En fait, il est compliqué de montrer vraiment ce stress réel durant toute cette attente, et donc il est plus difficile de montrer la longueur réelle en fait. Oui, en effet. Mais en même temps qu'on parle de ceci, ça me fait penser à une scène des Sentiers de la Gloire, où le colonel Drax, en fait, il marche tout le long d'une tranchée avant de donner le début d'un assaut. Et en fait, c'est une scène qui est assez longue. Il passe vraiment dans toute la tranchée. On voit tous les soldats qui sont autour de lui, qui le regardent. Et puis, on voit sur des visages vraiment des émotions différentes. Certains sont dans le stress, d'autres peur. Certains, la plupart d'ailleurs, ont totalement abandonné l'idée de survivre et sont démoralisés. Je trouve vraiment que c'est une scène qui représente assez bien ça, alors qu'elle est relativement courte sur le temps du film. Dans cette scène dont nous parlait Madame Pentier, on voit le colonel Drax marcher dans une tranchée au milieu de ses soldats qui attendent qu'on leur donne le début de l'assaut. La longueur de ce superbe plan séquence et son impact émotionnel nous montrent l'importance de cette attente qui est renforcée par le décompte que fait un soldat avant le début du combat. 15, 14, 13, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pour conclure, les adaptations d'œuvres littéraires sur la Première Guerre mondiale représentent la violence différemment. D'une part selon l'époque à laquelle elles ont été réalisées, d'autre part selon le rapport des auteurs et réalisateurs à la Première Guerre mondiale, et pour finir selon le type de violence dont il est question, violence physique et ou morale. De plus, chacun de ces deux arts possède son propre vocabulaire, ses outils, ses méthodes pour représenter cette violence. Eh bien, merci à nos deux invités pour leur présence et le temps qu'elles nous ont accordé pour participer à ce débat. Au revoir et à bientôt pour un autre sujet.